premières arrestations de suspects dans l'entourage du terroriste responsable de la mort de 38 personnes. Les plages de Sousse sont désormais placées sous très haute surveillance. La Grèce a vécu son lundi noir sans banque et avec retrait d'argent limité. Manifestation, vous le voyez en ce moment même en direct sur ces images. Les Grecs qui veulent soutenir leur gouvernement engagé dans un nouveau bras de fer avec les Européens. Assassinat du procureur général d'État en Égypte. Son convoi a été la cible d'un attentat à la bombe de grande envergure. Aujourd'hui, cela se passait au Caire. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, mais tout d'abord, direction Vienne, en Autriche, où l'on se prépare à une dernière ligne droite intense de négociations sur le nucléaire iranien. Dernière étape avec retour des principaux acteurs de ce dossier à partir de demain, et notamment du chef de la diplomatie iranienne. On va tout de suite retrouver en direct de Vienne notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Bonsoir Léa. Alors, aujourd'hui, les discussions ont tourné, semble-t-il, au ralenti. Oui, exactement. Les négociations se poursuivent et on le sait maintenant, elles vont être, la date butoir va être repoussée de quelques jours. Cependant, certains ministres ne cachaient pas leur optimisme d'aujourd'hui, notamment Federica Mogherini qui s'est révélée très enthousiaste ce matin. Elle a dit que oui, nous allons parvenir à un accord. De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, s'est montré un peu plus réservé. Il reste encore des différences. La semaine à venir va être difficile. C'est une réserve également partagée par le secrétaire d'État américain John Kerry. Je vous propose de l'écouter. Nous ne faisons que travailler. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Alors voilà pour John Kerry, Léa Berdugo. Justement, ce sont les Américains qui dévoilent ce soir les prémices de ce à quoi pourrait ressembler cet accord final. Oui, exactement. Et un accord aurait été conclu sur deux points principaux. Tout d'abord, les inspections des sites nucléaires et notamment militaires. Eh bien, l'Iran ne serait pas obligé de donner un accès aux Occidentaux aux sites militaires. Ou alors, s'il donne un accès à ces sites-là, eh bien, les Occidentaux devront prévenir avant une éventuelle inspection. Également en jeu et également éventuellement scellée la question de la levée des sanctions internationales. Je vous rappelle que Téhéran souhaitait leur levée globale et immédiate, tandis que les Occidentaux tablaient sur une levée partielle et progressive. Alors vous l'avez dit, rien n'est joué pour l'instant. Les négociations continuent. Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, est attendu demain ici à Vienne, tout comme le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Vienne, qui suit pour i24 News donc ces négociations qui vont reprendre de manière plus intensive à partir de demain. La Grèce, à présent, est la crise financière qui a rejailli sur l'ensemble des places financières mondiales aujourd'hui. De fortes baisses liées à l'incertitude autour de la zone euro. Les Grecs, eux, ont vécu ce lundi noir avec banques fermées et distribution d'argent liquide au compte-gouttes. Joseph Emmanuel. Les rideaux de fer des banques grecques sont fermés, les distributeurs de billets vides, seuls les reçus, à même le sol, témoignent de l'afflux qui avait lieu la veille. Les Grecs sont venus en masse retirer leur argent liquide. Ce lundi est le premier jour de contrôle des capitaux, un contrôle décrété par un pays au bord du gouffre financier. Les Grecs sont donc encore un peu protégés, mais les Grecs sont terriblement inquiets. Les retraités sont nombreux à être arrivés trop tard pour sortir leur argent. Ils auraient dû donner tout l'argent aux retraités au lieu de garder l'argent dans les banques. Les retraités qui ont toujours payé leurs impôts se retrouvent sans argent, avec seulement 60 € par jour. Et aujourd'hui est un jour bien particulier, et pas seulement en Grèce. Les bourses mondiales étaient déjà prêtes à un lundi noir, effrayées par une contagion de la crise. Tokyo, Hong Kong et d'autres bourses asiatiques sont très nettement en baisse. En Europe, on n'échappe pas à la dégringolade. Ironie d'une situation inédite, seule la Grèce évite la chute car sa bourse est restée fermée. Le camp des optimistes se réduit chaque jour un peu plus, mais existe toujours. Le patron de la Commission européenne a été jusqu'à tweeter la proposition des créanciers. En creux, il implore les électeurs de voter oui dimanche prochain. Un autre optimiste,
ne se résout pas à une sortie de la Grèce. Moi, il y a une chose que je veux dire d'emblée, c'est que la Grèce est un pays membre de la zone euro. Elle est toujours la zone euro à 19 membres, pas 18, et elle doit le rester. Et l'enjeu est de taille. Nombreux sont les experts économiques à craindre une réaction en chaîne si la Grèce sortait de la monnaie commune. Une réaction qui pourrait toucher la France. Un conseil des ministres restreint consacré à cette crise a eu lieu. François Hollande regrette le choix des autorités grecques et rassure les Français. Aujourd'hui, l'économie française est robuste, bien plus robuste qu'il y a 4 ans, et elle n'a rien à craindre de ce qui pourrait se produire. Ce qui pourrait se produire, c'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Une fenêtre grande ouverte à l'inconnu sur l'avenir du vivre ensemble européen. Les derniers sondages semblent pourtant montrer que les Grecs veulent rester. L'annonce du référendum de dimanche prochain a été pour eux un choc absolu. Tirant les conséquences de cet émoi, M. Tsipras est apparu dimanche soir à la télévision pour notamment inviter sa population à garder son sang-froid. Alors le sang-froid justement des Grecs, on vous montre ces images toujours qui nous parviennent en direct de la capitale Athènes et de la place Syntagma juste devant le Parlement. Vous le voyez, grande manifestation de soutien en ce moment même au gouvernement grec. On va justement évoquer cela avec vous, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Ce référendum, il est prévu dimanche prochain, le 5 juillet. Est-ce qu'un accord est toujours possible? Alors la réponse est oui, mais il y a plusieurs cas de figure, plusieurs possibilités. Premièrement, la Grèce reprend les négociations avec ses créanciers et ensemble ils trouvent un accord avant mardi soir, avant mardi minuit. Donc c'est la solution qui a été prônée encore il y a quelques minutes, quelques heures par la plupart dirigeants, par François Hollande, notamment par Barack Obama. Ça signifie quoi? Ça signifie donc une prolongation du plan d'aide et donc le versement de nouvelles sommes d'argent, de quoi rembourser la dette de 1,5 milliard d'euros au FMI en temps et en heure. Même si pour certains, eh bien, cette option se serait reculée pour mieux sauter étant donné l'insoutenabilité de la dette grecque. Maintenant, le deuxième scénario, c'est la Grèce qui refuse donc de reprendre les négociations. À ce moment-là, tout dépendra donc du référendum, du résultat du référendum du 5 juillet. Si c'est le oui qui l'emporte, eh bien Athènes devra accepter les propositions des créanciers telles quelles. C'est donc ce que souhaite le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui s'est exprimé, qui a expliqué qu'un non au référendum serait un non à l'Europe. Et pour Alexis Tsipras, en fait, un non, ce serait se justifier et surtout revenir en force vis-à-vis des créanciers pour pouvoir donc négocier un petit peu mieux et faire en sorte d'accepter de nouveau pourparlers. En tout cas, sur ce point, Angela Merkel semble plutôt ouverte. Écoutez-la. Nous avons été clairs aujourd'hui. Si le gouvernement grec souhaite de nouveau pourparler après le référendum, nous n'allons évidemment pas dire non à ces négociations. Alors, si aucun accord n'est trouvé, Johanna, eh bien, mercredi minuit, la Grèce sera considérée comme défaillante en termes de paiement vis-à-vis du FMI. Quel risque ? Alors évidemment, il y a le risque d'un Grexit, de la sortie donc de la Grèce de la zone euro. Ça serait une situation inédite qui, d'après la plupart des analystes, serait catastrophique à la fois pour la Grèce, mais aussi pour l'ensemble de la zone qui serait donc déstabilisée, qui serait décrédibilisée, même si donc le Premier ministre Manuel Valls estime que l'économie française ne serait pas affectée, serait épargnée, pas contagiée. Et vis-à-vis du FMI, eh bien, la Grèce s'expose à des sanctions, parmi lesquelles l'impossibilité d'accéder donc de nouveau aux ressources financières du fonds. Cependant, il y a donc peu de chances que ça aille jusqu'à l'exclusion de l'institution. La seule fois où c'était arrivé, c'était la Tchécoslovaquie dans les années 50 d'ailleurs. Aujourd'hui, plusieurs pays font partie du FMI avec des arriérés de paiement. Merci Johanna Citruc. On retrouvera tout à l'heure depuis Athènes Angélique Gourounis, qui est journaliste grecque donc, et qui nous donnera bien le sentiment de la population sur place. La Tunisie, à présent, qui a annoncé une première vague d'arrestations aujourd'hui. Il s'agit d'individus liés aux terroristes qui a tué 38 personnes dans un hôtel de Sousse avant d'être lui-même abattu. Parmi les victimes, on estime qu'au total, une trentaine étaient des citoyens britanniques. Et d'ailleurs, les ministres de l'Intérieur britanniques, français et allemands se sont rendus sur les lieux du drame aujourd'hui. Maël Benoliel. Difficile d'imaginer que sur cette plage se produisait l'impensable il y a quelques jours à peine. Mais la vie doit reprendre son cours en Tunisie et les plages doivent réouvrir après le massacre qui a fait 39 morts vendredi dernier. Entre visites d'officiels et inconnus qui se recueillent, des touristes sont encore là, protégés désormais par des hommes armés de la police tunisienne.
C'est assez effrayant de penser que ça aurait pu être nous, que ça aurait pu être n'importe qui. Bien sûr que cela affecte nos vacances car nous avons peur de quitter notre hôtel. Et là, c'est notre premier jour dehors alors que nous sommes arrivés il y a 3 jours. Beaucoup de touristes ont préféré quitter la Tunisie par des vols de rapatriement mis en place par les tours opérateurs dès l'annonce de l'attentat. Mais ceux restés sur les lieux ou arrivés après le drame appréhendent toujours. Les Tunisiens, quant à eux, sont partagés entre la tristesse et l'espoir. Je suis très contente que les touristes restent en Tunisie et soutiennent le pays. C'est très très important, vous savez. Mais en même temps, je suis triste pour mon pays. Mais tous ne partagent pas cet optimisme. Dans la vieille ville de Sousse, d'habitude bondée à cette période de l'année, les rues sont quasiment désertes. Maintenant, tu ne trouves plus de touristes. Par exemple, pendant 1 heure, il passe 1 ou 2 couples de touristes. On ne peut pas travailler comme ça. Hein. Le tourisme, principale source de revenus pour la Tunisie. Nous n'allons pas baisser les bras. L'activité touristique continue en Tunisie. Les manifestations culturelles, les fêtes se poursuivront. La Tunisie est le pays de la vie. La Tunisie est un pays d'échange. La Tunisie ne pliera pas devant les terroristes. La Tunisie ne pliera devant aucune menace. L'attaque de vendredi revendiquée par Daesh est déjà le 2e attentat majeur cette année en Tunisie, 4 mois après celui du musée du Bardo de Tunis, où, là encore, un groupe de touristes avait été visé. Voilà, et dans l'entourage du terroriste tunisien que vous venez de voir sur ces images, eh bien, c'est aussi l'incrédulité qui domine. Personne ne devinait quelles étaient les intentions du jeune homme jusqu'à la veille de l'attentat. Miri Maman. Gafour, petite ville dans la région de Siliana, dans le nord-ouest de la Tunisie. C'est ici qu'est né Seyfeddine Rezgui, l'auteur de l'attentat de Sousse. Les habitants du quartier sont sous le choc, tous décrivent un jeune homme sans histoire. Saïf était un bon gars, poli, tout le monde l'aimait bien. Il n'a jamais fait de mal à personne, il n'était pas religieux, ne portait pas la barbe, il était tout à fait normal et travaillait dans un café. En apparence donc, Seyfeddine Rezgui était un jeune Tunisien comme beaucoup d'autres, un étudiant en master et amateur de breakdance. C'est lui qui danse sur ces images, c'était en 2010, plus de 5 ans avant son passage à l'acte. Comment s'est-il radicalisé? Personne ne le sait dans sa ville natale. Comment s'est-il entraîné? Où s'est-il entraîné? Seul Dieu le sait. C'est ça qui nous tourmente maintenant. Seul Dieu sait où il s'est entraîné. Les proches du tueur et ses voisins sont sûrs d'une chose. Ce n'est pas à Gafour que Seyfeddine a embrassé l'idéologie de l'État islamique. Nos prêches du vendredi étaient clairs. Nous réprouvons de tels actes. Le fait est qu'il n'a pas toujours vécu ici. Notre enseignement a réussi à détourner les jeunes de l'extrémisme. Preuve en est, vous ne trouverez personne ici qui est parti pour combattre en Syrie ou en Irak. Les proches de Seyfeddine en sont persuadés. Le jeune homme se serait radicalisé à Kérouan, où il était installé depuis 3 ans et suivait un master universitaire. C'est là qu'il a fréquenté une mosquée salafiste et serait passé d'amateur de danse à terroriste responsable de la mort de 39 personnes. Voilà, et ce soir, donc, la France, et en tout cas les principaux syndicats de tour opérateurs et d'agents de voyage annoncent que les annulations se succèdent pour ce qui concerne le mois de juillet à destination de la Tunisie. Des taux d'environ 80% enregistrés en l'espace donc de quelques heures. Le navire suédois qui avait décidé de se rendre à Gaza avec à son bord des militants pro-palestiniens a été arraisonné tôt ce matin par la marine israélienne. Mais contrairement à ce qui s'était passé il y a 5 ans, lors de l'assaut du Mavi Marmara, cette fois, aucun incident à bord. Miri Maman. C'était un scénario écrit d'avance. La flottille pour Gaza partie de Grèce a été interceptée dans la nuit de dimanche à lundi par la marine israélienne. Un arraisonnage sans violence, dans le calme. Les passagers des embarcations n'ont pas opposé de résistance, souligne l'armée israélienne. Le navire amiral Marian a été arraisonné hors des eaux territoriales israéliennes et escorté, comme à chaque fois, vers le port d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Les petites embarcations qui suivaient le Marian ont-elles fait demi-tour pour regagner la Grèce?
Les passagers de la flottille de la Liberté, des militants et des politiques pro-palestiniens rêvaient de briser le blocus imposé à Gaza. Peine perdue, Tsahal était préparé à bloquer leur avancée. Plusieurs navires israéliens s'étaient postés sur le chemin de la flottille avec des drones en renfort pour scruter l'arrivée des embarcations. Selon l'armée, la flottille a été arraisonnée après plusieurs sommations et des appels à dévier vers le port d'Ashdod. La centaine de militants pro-palestiniens ne sont pas arrivés à leur destination, mais ils auront atteint un autre de leurs objectifs, attirer l'attention et faire parler de leur action. Alors on ira à Ashdod dans un instant puisque la flottille doit arriver sur le port israélien dans quelques heures maintenant avec Julien Baloul qui suit cela pour nous. Mais tout d'abord, Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. Alors le gouvernement israélien a réussi, semble-t-il, à gérer cette affaire qui est toujours très délicate évidemment. Oui, du point de vue israélien, du gouvernement israélien, on peut dire que cette flottille a fait un flop. Il y avait en fait une petite flottille puisque 3 des 4 bateaux ont rebroussé chemin. Un seul bateau est arrivé à proximité des côtes de Gaza. Il a été arraisonné, on va dire, fermement, mais sans incident par l'armée, par les commandos marins, les mêmes commandos marins qui avaient été très critiqués au moment de l'arraisonnement du Meviv Marmara il y a de cela 5 ans. Du point de vue israélien aussi, on a constaté que finalement il n'y avait pas une couverture médiatique massive et c'est le plus important. On a vu les Israéliens presque décontractés face à cette petite flottille. On a vu Binyamin Netanyahou envoyer un message en disant peut-être que vous vous êtes trompé de chemin, peut-être que vous auriez dû arriver un peu plus au nord et vérifier en Syrie comment Bachar al-Assad massacre son peuple. Donc quelque part on est relativement satisfait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé au cours des derniers jours du point de vue de cette flottille. Et puis on rappelle tout de même de manière plus sérieuse que l'objectif de cette flottille n'était pas du tout humanitaire, que Israël fournit au quotidien des centaines de tonnes et des milliers de tonnes de marchandises et de denrées alimentaires pour la bande de Gaza et que quelque part le seul véritable objectif de ces militants pro-palestiniens, eh bien, c'était de délégitimer l'État d'Israël. Avec à son bord d'ailleurs l'ancien président tunisien. L'ancien président tunisien et un député arabe israélien aussi. Alors on parle maintenant justement d'Israël qui protège ses frontières en mer, on l'a vu donc avec l'arraisonnement de cette flottille, mais aussi, et là c'est plus surprenant, la décision, Daniel, de construire une clôture très surveillée entre Israël et la Jordanie dans le sud d'Israël, Jordanie qui est pourtant un pays ami. Oui, alors c'est une décision qui a été annoncée aujourd'hui par Binyamin Netanyahou lors d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Alors officiellement, Binyamin Netanyahou a expliqué que cette barrière de sécurité, que cette clôture de 5 mètres de haut allait être érigée entre le nord d'Elat sur une distance de quelques 30 km pour protéger le futur aéroport international de Timna qui est en train d'être construit, qui doit être inauguré l'an prochain. Et c'est la raison officielle de la construction de cette barrière. Mais derrière cela, il y a tout de même des raisons de sécuritaires bien plus importantes. De la même manière qu'Israël a construit une barrière de sécurité entre déjà Elat et la bande de Gaza sur sa frontière avec l'Égypte, qu'elle a construit également une barrière de sécurité avec la Syrie, et bien là aussi Israël prend des précautions parce que on craint du côté israélien des infiltrations terroristes. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 000 réfugiés syriens qui sont arrivés au cours des 2 dernières années à l'intérieur du territoire jordanien et que sur ces 620 000, il y a 84% de ces réfugiés qui se sont évaporés dans la nature, qui ne sont pas dans des camps. Donc il y a parmi eux certainement, selon les services de sécurité israéliens, des agents de Daesh, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, de toutes ces ramifications islamistes, et on veut absolument se mettre à l'abri de toute menace qui pourrait provenir de la frontière est de l'État d'Israël. Daniel Haïk, merci. Et puis cette agression terroriste d'une soldate israélienne ce matin, cela se passait à un point de passage de Cisjordanie, tout près de Bethléem. Une Palestinienne a sorti un couteau et a blessé grièvement à la gorge la soldate avant d'être maîtrisée et arrêtée. L'état de santé de la victime n'inspire cependant pas d'inquiétude ce soir. C'est le premier assassinat officiel d'un Égyptien. On vous en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, le prisonnier palestinien qui a été relâché la nuit dernière par Israël. C'est un accord inédit qui a été conclu avec les autorités israéliennes. Ce détenu était en grève de la faim depuis plus de 56 jours et son état inspirait d'ailleurs beaucoup d'inquiétude. Maxime Pérez.
56 jours, le prisonnier palestinien Khader Adnan a mis soir à une longue grève de la faim, Israël ayant accepté de le libérer. Voici les dernières images de ce membre du djihad islamique, assis sur un fauteuil roulant et entouré par ses proches à l'hôpital de Safed, où il avait été récemment transféré dans un état qualifié de critique. Khader Adnan, 37 ans, officiellement boulanger dans la ville palestinienne de Jenin, avait été arrêté pour la 10e fois l'été dernier, en marge de l'opération Gardien de nos frères, lancée après la capture de 3 jeunes adolescents israéliens dans le Gush Etzion. Ancien porte-parole du djihad islamique en Cisjordanie, Khader Adnan était suspecté d'implication dans des activités terroristes. Ses propos, ici tenus en octobre 2007, ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Aux brigades de Jérusalem, faites trembler la terre. Qui parmi vous se nomme Assa Bouzaïd? Qui parmi vous sera le prochain kamikaze? Qui parmi vous portera la prochaine ceinture d'explosifs? Qui parmi vous aura son corps déchiqueté en 1000 morceaux? Incarcéré en détention administrative, Khader Adnan a vite incarné ce que les Palestiniens nomment les estomacs vides. En écho à sa grève de la faim, des dizaines de manifestations ont été organisées en son nom en Cisjordanie, comme ici devant la prison Ofer, ou encore devant le dôme du Rocher à Jérusalem. Un symbole même à l'étranger, comme ici en Grande-Bretagne, où le nom de Khader Adnan a alimenté l'activisme d'organisations pro-palestiniennes. Ces derniers jours, depuis Gaza, le djihad islamique avait mis en garde Israël au sujet de l'état de santé de son prisonnier. Sa mort, avait prévenu l'organisation terroriste, entraînera la rupture du cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 août dernier. Dans un communiqué, le ministère de la Défense israélien a rappelé que la libération d'Adnan n'était pas un gage d'immunité, sous-entendant qu'il pourrait être de nouveau arrêté. Mais dans les faits, Israël a choisi l'apaisement à Gaza et a peut-être évité une probable escalade. Alors Maxime Pérez, bonsoir. On vient de voir donc ce reportage et cette histoire qui est assez étonnante. Qu'est-ce qui se cache justement derrière cet accord conclu? Alors officiellement des raisons médicales, mais on peut quand même s'étonner du fait qu'Israël libère un terroriste palestinien de ce rang, un ancien porte-parole du djihad islamique impliqué dans des activités terroristes. Mais il semblerait que dans cette histoire, eh bien, Israël ait pris en considération les menaces du djihad islamique à Gaza, qui a menacé de reprendre les tirs de roquettes, et que du côté israélien, on a voulu éviter à tout prix ce scénario. C'est la première explication. Au passage, on notera que l'annonce de cette libération est intervenue au même moment où la marine de guerre de Tzal interceptait la flottille pour Gaza, qui elle aussi aurait pu occasionner quelques frictions avec les groupes armés palestiniens à Gaza. En tout cas, on le voit bien depuis quelques jours, depuis même plusieurs semaines, les responsables israéliens multiplient les paroles et les gestes d'apaisement à l'égard de Gaza. On l'a vu avec cette volonté affichée d'accélérer la reconstruction de l'enclave palestinienne, avec ces propos ce week-end du ministre de l'Éducation Naftali Bennett, qui était plutôt va-t-en-guerre l'an passé lors de l'opération à Gaza, et qui désormais appelle à un changement de politique, appelle à prendre en considération le pouvoir du Hamas et pourquoi pas à construire un port à Gaza. Et puis il y a ces rumeurs insistantes sur un accord de longue durée, des négociations secrètes entre Israël et le Hamas, certes indirectes, mais vraisemblablement qui sont confirmées par de plus en plus d'acteurs de la région. Ce matin, la presse égyptienne évoquait même l'imminence d'un accord de longue durée. Tout cela nous fait poser cette question, Jean-Charles. Pourquoi les Israéliens sont-ils si pressés de maintenir ce cessez-le-feu dans la bande de Gaza à tout prix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts, et ces intérêts ne sont-ils pas ailleurs que dans la bande de Gaza? Alors justement, il y a d'autres négociations qui semblent-ils en lieu, cette fois la frontière syrienne, où Israël aussi négocie une sorte de paix avec les rebelles de l'autre côté. Oui, là aussi, pareil, message d'apaisement de la part des responsables israéliens après les tensions survenues la semaine dernière sur le plateau du Golan avec la communauté druze. Cet après-midi, le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, s'est exprimé devant la commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, et il a signifié haut et fort que désormais les règles du jeu avaient un petit peu changé avec la rébellion syrienne le long de la frontière israélienne sur le plateau du Golan. Et bien désormais, les règles du jeu, elles disent que l'offre militaire que propose Israël à la rébellion druze à la rébellion syrienne est conditionnée à la protection de ces communautés druzes en Syrie. Autrement dit, chers rebelles, n'attaquez pas ces villages druzes qui sont situés à seulement quelques kilomètres de notre frontière, auquel cas nous remettrons
en cause notre action humanitaire à votre égard. C'est un message qui a été accueilli avec beaucoup d'applaudissements de la part de la communauté de Russes ce soir en Israël. Merci Maxime Pérez. On va aller maintenant sur le port d'Ashdod. On vous parlait donc de la raisonnement dans le calme de cette flottille qui avait décidé de se rendre à Gaza en dépit du blocus imposé par Israël. Julien Baloul, vous suivez justement les événements. Toujours pas de bateau à quai ce soir. Bonsoir Julien. Non, absolument, Jean-Charles. Ça a été un peu le jeu du chat à la souris entre le gouvernement israélien et les journalistes de la presse internationale depuis ce matin, puisque la première communication des autorités israéliennes était ce matin vers 5 h du matin, c'est-à-dire vraiment à l'aube, pour annoncer l'interception de ces 4 bateaux de la flottille pour la bande de Gaza. Et depuis, plus rien, silence radio. On a cru à un moment que la flottille allait arriver dans l'après-midi derrière moi dans le port d'Ashdod, puis vers 17 h, puis vers 18 h, puis en début de soirée. Et toujours rien. Il semblerait, selon ce qu'on comprend ici avec l'ensemble de la presse internationale, vraiment les Israéliens sont ici, mais également la presse internationale, c'est que le gouvernement israélien n'est pas intéressé par la publicité de cet événement. C'est réellement une volonté du gouvernement israélien d'amener la flottille pour Gaza dans la nuit, c'est-à-dire quand les journalistes ne seront plus là, quand il n'y aura plus de lumière, pour pas attirer l'attention des médias sur ce fait. Peut-être d'ailleurs que ça va dans le sens de ce que Maxime disait il y a un instant, à savoir maintenir le calme diplomatique avec la bande de Gaza, puisque l'interception de la flottille s'est faite sans aucun incident. Donc ils veulent rapidement que les médias passent à autre chose et qu'on évite de trop en parler. D'un mot, Julien, que va-t-il advenir justement de ces militants quand ils vont être ramenés à quai ? Alors, 2 cas. Pour les Israéliens qui sont à bord, on sait qu'il y a notamment un député arabe israélien qui est à bord. Et apparemment, ça a été d'ailleurs l'un des plus virulents avec l'armée cette nuit lors de l'interception. Eux, ils vont être transmis pour interrogatoire. Les autres, on voit d'ici des gyrophares de la police israélienne. Les autres seront directement amenés le plus rapidement possible à l'aéroport Ben Gurion par la police israélienne pour un rapide interrogatoire et pour une expulsion la plus rapide possible vers leur pays d'origine, notamment vers la Tunisie, puisqu'on sait que l'ancien président Marzouki est à bord de cette flottille. Merci Julien Baloul, donc en direct du port d'Ashdod où donc ce bateau devrait arriver dans les heures qui viennent. On va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant. On évoquera notamment la première année d'établissement du califat par l'État islamique. Un État ou pas, faut-il justement craindre une menace pour l'Occident ou uniquement pour la région du Moyen-Orient? Eh bien, on parlera de tout cela avec des invités. Puis on retournera à Athènes également où il y a cette manifestation de soutien au gouvernement grec qui réunit beaucoup de Grecs en ce moment même sur la place Syntagma. A tout de suite. En Tunisie, premières arrestations de suspects ce soir dans l'entourage du terroriste qui a causé la mort de 38 personnes. Les plages de Sousse sont désormais placées sous très haute surveillance. Manifestation en ce moment même à Athènes de soutien au gouvernement grec engagé dans un bras de fer avec les Européens. Aujourd'hui, les Grecs ont vécu une journée sans banque et avec retrait d'argent limité, mais l'Europe se dit toujours prête à négocier. L'assassinat du procureur général d'État en Égypte. Son convoi a été la cible d'un attentat à la bombe de grande envergure aujourd'hui au Caire. On vous a donc montré les images de cette manifestation de soutien au gouvernement grec qui a lieu en ce moment à Athènes. Et on va d'ailleurs retrouver sur place Angélique Bourounis, qui est journaliste grecque. Bonsoir Angélique. Alors comment les Grecs vivent-ils cette situation ? Bonsoir Jean-Charles. Eh bien, les Grecs réagissent à cette nouvelle situation avec un calme absolument inattendu. C'est une situation qui ne s'est jamais produite jusqu'à présent. Les banques n'ont jamais été fermées depuis la création de cet État. Ils font la queue depuis ce matin de façon extrêmement calme pour prendre les 60 € auxquels ils ont droit tous les jours jusqu'à la fin de la fermeture des banques. Les banques vont rouvrir normalement après le référendum. Durant ce temps, la bourse également sera fermée. Et il y a des gens qui sont énervés parce qu'ils estiment qu'il n'est pas normal
normal qu'ils ne puissent pas toucher leur retraite ou leur salaire. D'autres qui disent que 60 € par jour, ce n'est pas un montant négligeable vu comment les salaires et les retraites ont été baissés. Et puis surtout, il y a le gouvernement qui a annoncé ce matin que tous les transports en public allaient être gratuits le temps que les banques restent fermées. Donc c'est quelque chose qui va soulager le quotidien des Grecs. Dans l'ensemble, ils sont inquiets parce qu'ils se demandent quelle Europe et quelle Grèce dans quelle Europe, mais ils attendent de voir l'évolution des événements. Alors justement, comment se présente, Angélique, le référendum prévu dimanche prochain ? C'est une grande inconnue parce que depuis ce matin où je tourne dans les rues et où je pose la question aux gens, qu'allez-vous voter, comment vous voyez la situation, je reçois autant de réponses pour le oui que pour le non. C'est-à-dire que cette société est extrêmement divisée et plus on avance dans les débats, plus on avance vers la date du référendum, plus on avance dans ces négociations qui ont traîné, qui s'arrêtent, qui s'interrompent, eh bien les gens sont vraiment divisés. D'un côté, ceux qui veulent rester dans l'eurozone, de l'autre côté ceux qui n'ont rien à perdre, mais tous ont quand même peur de l'inconnu, donc je pense que la situation va quand même évoluer d'ici dimanche, ça c'est très clair. Merci Angélique Kourounis, donc depuis Athènes. Il y a tout juste un an aujourd'hui, l'État islamique instaurait son califat sur les territoires dont il s'était emparé en Syrie et en Irak. Ce groupe terroriste djihadiste n'a depuis cessé de faire parler de lui et malgré l'engagement d'une coalition internationale pour le combattre, eh bien, l'EI et son califat restent toujours bien en place aujourd'hui. Joseph Emmanuel. On l'appelle Daesh dans le monde arabe, État islamique en Occident, et il fête ses 1 an ce lundi. Daesh, une organisation armée, terroriste, à l'idéologie salafiste et djihadiste, les qualificatifs ne manquent pas pour définir le califat. Car il s'agit d'un califat. C'est en tout cas comme ça que le définissent ses dirigeants, comme au temps du prophète de l'islam, mais un très jeune califat. Proclamé le 29 juin 2014 sur les territoires irakiens et syriens passés sous contrôle de l'organisation, son essor a été considérable. Juste en Syrie, l'État islamique s'est emparé de la moitié du territoire depuis janvier 2014. Un essor rendu possible par les déstabilisations géopolitiques dues aux guerres irakiennes puis syriennes. Comme toutes les mouvances islamistes, Daesh est dirigé par un chef. Il s'appelle Abou Bakr al-Baghdadi. Il s'est attribué le titre de calife Ibrahim. Sous son commandement, une véritable armée. Selon les estimations, il serait entre 30 000 et 100 000 hommes, auxquels il faut ajouter une dizaine de milliers de combattants étrangers, principalement des pays du Golfe, mais également d'Europe, même de Chine. Daesh a une stratégie, instaurer une situation de chaos à travers des attaques de masse sur des minorités religieuses ou culturelles, mise en esclavage, destruction des structures étatiques pour finalement s'imposer comme la seule alternative et obtenir le soutien populaire. L'objectif n'est pas caché, internationaliser le conflit pour provoquer l'Occident à travers la politique du pire et des méthodes barbares comme la décapitation commise en France il y a quelques jours ou celle du journaliste James Foley il y a 1 an. Quand certains n'ont plus peur de parler de guerre de civilisation, le président américain y voit, au lendemain de la première décapitation filmée, une mouvance sans lien avec la religion. L'État islamique ne représente aucune religion. Leurs victimes sont en grande majorité musulmanes et aucune religion ne prône le massacre d'innocents. Une chose sur laquelle nous pouvons être d'accord, c'est que l'État islamique n'a pas sa place au XXIe siècle. L'État islamique insiste lourdement sur le passé colonial de l'Europe pour présenter les musulmans comme les éternelles victimes d'un Occident violent et xénophobe. Aujourd'hui, Daesh est présent dans une dizaine de pays. La coalition internationale emmenée par les Américains ne suffit plus à enrayer la progression militaire des djihadistes. Les hommes en noir ont déjà jeté les bases institutionnelles d'un véritable État, structure de gouvernement, personnalité dirigeante bien définie, levée de l'impôt, exploitation pétrolière, contrebande d'œuvres d'art. Daesh a même été jusqu'à frapper sa propre monnaie. Une année de conquête, d'atrocités commises sur des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. Une année pour se structurer et asseoir son pouvoir. Mais la plupart des autorités religieuses musulmanes dans le monde ne reconnaissent pas le califat. Le grand moufti d'Arabie Saoudite va même jusqu'à considérer l'État islamique comme l'ennemi principal de l'islam, quand certains voient dans le royaume saoudien un Daesh qui a réussi.
Un an donc d'existence pour ce califat instauré par l'État islamique. On en parle avec deux spécialistes. Bonsoir Ali Waked, expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News. On est en ligne également avec Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient. Bonsoir Antoine Sfer. Bonsoir. Un an d'existence pour cet État, entre guillemets, que veut instaurer l'État islamique. Comment vous expliquiez, Antoine Sfer, que l'on n'arrive pas aujourd'hui à se débarrasser justement de cet État islamique? On a l'impression même qu'il gagne en puissance. Oui et non, ce n'est pas vrai. En tout cas, pas tout à fait vrai. Dans la mesure où déjà l'État islamique ou autoproclamé, qui est une organisation terroriste, est né grâce à la coalition des anciens officiers généraux de Saddam Hussein, dans la mesure où, en Irak, depuis 2003, il y a une hégémonie du pouvoir chiite, essentiellement. Donc les 4 provinces sunnites, sur les 18 qui existent en Irak, se sentaient complètement délaissées. Et c'est pour ça que, ayant mis la main sur les tribus, ces officiers généraux se sont fait financer par l'Arabie saoudite pendant un moment. Et ils ont eu les succès qu'on sait entre juin et octobre 2014, occupant en l'espace de 3 mois un territoire équivalent à celui de la Grande-Bretagne. Dans le même temps, ils ont également semé la terreur, à la fois dans le Kurdistan, en Irak et en Syrie. Et cette terreur, aujourd'hui, est en train de se retourner contre la preuve, mobilisant non seulement les Kurdes en Syrie et en Irak, mais également, nouvellement, depuis maintenant 2 semaines, les Druzes du Jebel druze syrien. Plus ils ont certes occupé beaucoup de territoires désertiques, notamment en Syrie, on oublie que Bachar al-Assad, quoi qu'on en dise, et son armée contrôlent toujours la Syrie utile, et notamment la ligne Damas, Homs, Latakia et Alep. Même à Alep, les membres de l'État islamique contrôlent une partie de la ville avec 300 000 personnes dans cette partie, tandis que le gouvernement contrôle une autre partie avec 3 millions de personnes. Donc dire que Daesh est en train d'avancer ou de gagner, s'il grignote des villages, il ne prend plus de grandes villes, comme Mossoul par exemple, ou Tikrit dont il a été obligé de se retirer. Alors, mais cela n'empêche pas que le danger existe, puisque coincé un peu du côté de la frontière syro-libanaise, il essaie de trouver un autre champ de bataille qui serait le Liban. Donc, il est vrai que le danger existe. En Syrie, nous avons affaire à la peste et au choléra. Le tout est de savoir qu'est-ce qui est le plus dangereux, la peste ou le choléra, et par quoi il faut commencer. En Irak, on est également confronté à une déception, une sorte de frustration, d'humiliation sunnite auquel il faut remédier. Sinon, on se met à dos les tribus qui sont sur 4 pays, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Jordanie et l'Irak. Donc là aussi, c'est là où vous posez la question, pourquoi l'Occident ne réagit pas dans la justesse et, pardonnez-moi le terme trivial, plutôt à côté de la plaque. Alors, restez avec nous, Antoine Sfer, l'avis d'Ali Waked, justement là-dessus, sur cet État, ce califat qui, pour l'instant, en tout cas, ne semble pas donner de signe d'affaiblissement. Jean-Charles, moi je suis d'accord avec l'analyse de M. Sfer, mais j'aimerais ajouter un autre angle un peu plus important à mon avis, le fait que depuis des années à l'Ouest, en Occident, on a tendance à ignorer la vocation territoriale de cette organisation et qu'il ne s'agit plus de guérilla, il ne s'agit plus de semer la terreur, comme vient de le dire M. Sfer. Il s'agit d'une organisation qui a un agenda très clair, qui veut élargir, qui veut... M. Sfer a mentionné le fait qu'il cherche un autre champ de bataille et c'est le Liban, et ce n'est pas un hasard, ça fait partie d'un agenda d'élargir le territoire
qui est occupé par l'organisation et d'envoyer un message qu'on est là pour rester, on est là pour gouverner, on est là pour s'élargir, on est là pour dresser le drapeau de l'islam politique vu par l'État islamique partout dans l'Orient, partout où le musulman se trouve. Donc considérer l'État islamique comme une organisation qui occupe pour le moment une bonne partie de l'Irak, une bonne partie de la Syrie, rate à mon avis le vrai but de cette organisation. Cette organisation a une vocation territoriale, cette organisation implique cette vocation et dans sa politique quotidienne même, l'administration, les écoles, le fait qu'il y a des gouverneurs dans les diverses régions, y compris récemment en Arabie saoudite, nous envoie un message très clair qu'il s'agit d'une organisation de nature différente que celle qu'on a connue. Il ne s'agit pas d'Al-Qaïda qui était une organisation qui a voulu semer la terreur. Depuis 2008, Abu Mus'ab al-Zarqawi en Irak, il a lancé cette idée et le califat n'était pas né avec Abu Bakr el-Baghdadi, elle remonte à l'année 2007-2008, quand une organisation d'Al-Qaïda en Irak a décidé qu'il y a ici une fenêtre, une opportunité qui permet aux djihadistes d'aller au-delà de la terreur, d'aller au-delà de la confrontation militaire directe et d'essayer de s'implanter, dans les cœurs des jeunes, comme on entend cette expression beaucoup dans les réseaux sociaux de ces djihadistes, et d'établir des régimes partout où ils peuvent. Donc, réduire l'État islamique à une victoire ici ou à une confrontation là-bas, c'est à mon avis rater la vraie nature, le vrai caractère de l'État islamique. Antoine Sfer, vous êtes d'accord parce que beaucoup de gouvernements ne veulent pas appeler ce califat un État, on parle d'organisation. Pour vous, est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui comme un État, même s'il n'est pas reconnu par la communauté internationale et combattu? Mais je suis d'accord avec notre interlocuteur. Je n'en étais pas encore arrivé là à mon analyse. Vous m'avez posé la question de savoir comment on explique son expansion. Et non seulement il a raison, mais on parle bien du sunnisme là. Or, on oublie qu'aujourd'hui, il y a une autre lecture de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et dans tout le Proche-Orient, c'est l'émergence d'un Vaticanat chiite. Et les chiites aujourd'hui sont en Iran, bien entendu, mais à Bahreïn aussi. Ils sont également un peu partout dans le Proche-Orient. Grâce aux Américains, pour la première fois, les Iraniens sont devenus l'Empire perse. Et ce n'est pas l'arc chiite, mais c'est un arc perse, est devenu une puissance militaire réelle, chose que les Perses n'ont jamais osé rêver, d'ailleurs, à travers l'Irak, la Syrie et le Hezbollah dans le port de Tyr. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on assiste à l'événement sans doute le plus important dans le Moyen-Orient depuis plus d'un demi-siècle, c'est la guerre du Yémen. Pour la première fois, les montagnards de la tribu des Houthis, tous chiites, ainsi que les Zaydites, branche du chiisme, et les alliés de l'ancien président Ali Abdullah Saleh, dont la mère était une Houthi, dont la femme était une Zaydite, aujourd'hui se sont rendus maîtres à la fois de Sanaa, de Aden, du golfe d'Aden, de la mer d'Oman, et sont en train de faire le lien avec le détroit d'Ormuz et l'Empire perse. Donc pour la première fois, nous assistons à l'encerclement du cœur du sunnisme et du djihadisme, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Et je rejoins tout à fait mon interlocuteur quand il me dit que l'État islamique veut gérer, il est en train de gérer. Il est en train de construire des écoles ou de faire marcher des écoles. Il est en train de créer une administration dans les territoires qu'il contrôle, même s'ils ne sont pas symboliquement très importants, etc. C'est vrai. Et nous assistons aujourd'hui à une sorte de guerre non plus larvée comme avant, non plus dogmatique, doctrinale et idéologique comme auparavant, mais une vraie guerre de position entre une armée djihadiste sunnite et également une sorte de lame, sinon de tsunami chiite dans toute la région, même si les chiites ne représentent que 13% de l'islam ou des musulmans dans le monde. Donc, ne pas faire attention à cela,
ne pas avoir cette lecture également confessionnelle, en plus de la lecture stratégique et de la lecture doctrinale djihadiste, c'est ce qui fait de nos ministres des ministres étrangers aux affaires. Alors, juste un dernier mot là-dessus, Ali Waken, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais juste un mot. Est-ce que cet État islamique, ce califat, vise l'Occident, parce qu'il menace régulièrement l'Occident? Est-ce qu'il a besoin de s'étendre aussi jusqu'en Occident aujourd'hui? L'État islamique sans doute visera l'Occident, mais il a, comme toute entité rationaliste, il a des priorités. Et les priorités de l'État islamique pour le moment se trouvent en Orient, se trouvent au Moyen-Orient. Mais je voudrais dire que pour le moment, l'État islamique jouit d'un soutien très important de quelques parrains. Parmi ces parrains figurent des puissances régionales comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, ou des éléments dans le régime qatari et le régime saoudien. Et on assiste ces jours-ci à des discussions entre les représentants des services secrets dans certains pays arabes et le niveau et l'échelon politique qui voit les dangers de l'État islamique au-delà de la guerre qui se passe en Syrie, au-delà de la guerre qui se passe en Irak. Certains dirigeants politiques pensent que le danger, que le pari est trop risqué et que ces pays qui financent, qui orchestrent certaines opérations de l'État islamique paieront le prix, alors que les représentants des services secrets pensent qu'il faut encore continuer à investir dans ce secret si on veut battre l'Iran, si on veut battre le régime irakien et le régime en Syrie. Et ce n'est pas un hasard que presque dans le même, simultanément, l'État islamique réussit de commettre des crimes et des attaques en France, en Tunisie, en Égypte. Il y a une chambre d'opération, il y a une force très organisée qui est derrière, qui orchestre, qui mène, qui gère les opérations de l'État islamique. Et il ne s'agit pas des anciens soldats du régime de Saddam Hussein. Peut-être ils constituaient la base de l'État islamique, mais en juin 2015, on est loin au-delà de cette situation. Merci Ali Waken. Un dernier mot, Antoine Sfer, là-dessus. Vous pensez que l'Occident est menacé réellement par cet État islamique? Je crois que là, je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur, dans la mesure où la guerre avec l'État islamique est déjà en Occident. Et qu'aujourd'hui, nous sommes réellement en guerre contre cette organisation qui est en train de devenir un véritable État avec la gestion non seulement d'un territoire, mais d'une population. En revanche, nous assistons également à un retour en force de l'Égypte sur la scène arabe, de l'Égypte officielle. Et heureusement, il y a aujourd'hui une volonté de la part de l'Égypte officielle de réagir contre cela. Quand on entend le discours de M. Sisi, président de l'Égypte, tenser réellement les 200 oulémas du pays en leur disant qu'il est temps qu'ils fassent le travail doctrinal pour adapter l'islam au XXIe siècle, et la manière dont il a fait dans un lieu symbolique qui est la plus grande université sunnite du monde, à Al-Azhar, quand on le voit également agir comme il est en train de le faire en Libye, en sortant son allié, les Émirats arabes unis, de leur neutralité légendaire et notamment helvétique quasiment, en attaquant les islamistes et les mouvements de Daesh en Libye même. Aujourd'hui, il y a ce retour de l'Égypte qui laisse entrevoir peut-être une véritable opération au sol, en éradiquant précisément tous ceux qui sont tentés par Daesh en Égypte, bien entendu ce qui lui vaut les remontrances de l'Occident, puisque l'Occident considère qu'il faut absolument plaquer la démocratie à l'occidental, à ces pays-là, avant même qu'on les amène au moins vers le savoir à travers une école obligatoire et une urbanisation, alors qu'en Égypte, nous avons 57% de la population qui est encore rurale et qui ne va pas à l'école. Donc tout cela est en train de creuser le fossé entre l'Occident et cette partie du monde. Et s'il y a une guerre de civilisation, il faudrait dire qu'il y a des guerres de civilisation à l'intérieur de l'Orient, à l'intérieur de l'islam, mais également à l'intérieur de l'Occident, hélas. Merci Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient. Merci Ali Waken. Un an donc que le califat de l'État islamique a été mis en place. Merci à vous.
Et on parlait de l'Égypte, justement, c'est le premier assassinat d'un officiel égyptien depuis la chute du président Morsi. Le procureur général d'Égypte a été tué aujourd'hui dans un attentat spectaculaire à la bombe qui a eu lieu au Caire. C'est le convoi de véhicules dans lequel il se déplaçait qui a été visé. Julia Ganancia. L'étendue des dégâts laisse imaginer la violence de l'explosion. 5 voitures totalement détruites, les vitrines de plusieurs magasins explosées et du sang dans les rues. L'attaque visait le convoi du procureur général égyptien Hicham Barakat. Il est atteint par des bris de verre dus à l'explosion. Transporté à l'hôpital, il décède des suites de ses blessures. Sur place, les témoins sont sous le choc. Il y avait des blessés dans leur sang. J'en ai vu au moins 2 et j'ai vu le gardien d'en face qui était aussi blessé. J'ai entendu une grande explosion. J'ai cru que le bâtiment s'effondrait. Quand je suis sorti, j'ai vu la voiture du procureur et la voiture de la sécurité en feu. J'ai vu aussi que quelqu'un tombait sur le sol trempé de sang. Cette attaque est la plus spectaculaire menée au Caire contre de hauts responsables depuis la tentative d'assassinat du ministre de l'Intérieur dans un attentat suicide en 2013. En tant que procureur général, Hicham Barakat a déféré devant la justice des milliers d'islamistes. Parmi eux, des centaines ont été condamnés à mort après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Et le 21 mai, la branche égyptienne du groupe État islamique a appelé ses partisans à s'attaquer aux juges en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste qui sévit également en Syrie et en Irak. 2 pistes possibles car les ennemis du pouvoir militaire ne manquent pas. Alors en direct avec nous, Meir Masrifeki, qui est chercheur en géopolitique à l'université de Paris 8 et spécialiste de l'Égypte. Bonsoir. Qui a pu mener une telle action, Meir Masrifeki, en plein cœur du Caire aujourd'hui? Alors, les premières investigations montrent clairement que ces attaques d'aujourd'hui ne peuvent être menées que par le groupe Ansar Bayt al-Maqdis, qui est la branche égyptienne de l'État islamique et qui aujourd'hui revendique le pouvoir sur ce qu'ils appellent Wilayat Sina, c'est-à-dire la province du Sinaï, et que ce soit par la quantité des armes qui ont été aujourd'hui qui ont pu être ramassés, par la technique, les moyens logistiques qui ont été employés. Cet attentat ressemble à un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués durant les derniers mois, et notamment par l'attentat qui a visé l'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui a été également revendiqué par la suite par cette organisation basée dans le Sinaï et qui a des liens très étroits avec des groupes djihadistes dans la bande de Gaza. Donc il ne faut pas faire de lien avec la lutte que mène le pouvoir égyptien contre les frères musulmans, c'est autre chose? Non, je pense que c'est lié. Il y a une volonté chez un certain nombre de groupes extrêmement violents, c'est un peu l'extra-djihad ou l'islamisme dans sa version la plus radicale, qui ressemble à l'islamisme pratiqué par le groupe État islamique. Et évidemment, l'État islamique cherche à profiter de ce type d'attaque pour séduire les islamistes en Égypte et pour leur montrer qu'ils sont capables de mener des attentats et de les venger. Les islamistes égyptiens, à part les salafistes, qui voient dans la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi un coup d'État et qui considèrent que les peines dont ont été infligés les principaux dirigeants des frères musulmans au cours des dernières semaines sont extrêmement injustes. Et donc, par ce type d'attaques et d'agressions et d'attentats, il y a là une volonté de récupérer politiquement ce mécontentement populaire. Mais bien entendu, cela s'inscrit dans une campagne terroriste de moyen terme et que faire face à ces difficultés prendra des semaines, voire des mois à venir. Il faut savoir que sous l'ancien régime de Mohamed Morsi, des armes sont entrées en Égypte, notamment à travers la bande de Gaza, et il y a eu très peu de contrôle sur nombre de groupes islamistes, et des milices avaient même été instituées avec la complicité du régime en place, et qu'il faudra beaucoup de temps pour le régime actuel pour pouvoir rétablir le calme et récupérer toutes ces armes et tous ces moyens de terrorisme qui sont aujourd'hui en Égypte.
Merci Meir Masri Feki. Donc à propos de cet attentat spectaculaire commis au Caire, on parle tennis à présent. C'est parti pour Wimbledon, le gazon. Bonsoir Lise Barenbaum. Bonsoir. Alors on va démarrer avec justement, c'est la tradition, c'est le tenant du titre qui démarre et c'est parti pour Djokovic. Oui, ça a plutôt bien marché. Après pourtant sa défaite en finale de Roland Garros, c'est bien Djokovic, numéro 1 mondial, a dominé en 3-7 Philippe Kohlschreiber, 6-4, 6-4, 6-4 en un peu plus de 2 heures. Alors malgré 2 jeux de service perdus, ses retours ont fait la différence et comme chaque année depuis 2011, entre le tournoi de la Porte d'Auteuil et Wimbledon, il n'a pas joué pour recharger ses batteries et ça a l'air de marcher. Au prochain tour, il affrontera Jarkko Nieminen. Je vous propose de regarder un extrait du match. Voilà donc pour la victoire de Djokovic. Qu'en est-il de celui qui l'avait battu justement en finale à Roland-Garros, le Suisse Wawrinka? Alors Wawrinka joue contre le Portugais Sousa. Ça se passe en ce moment. Pour le moment, il domine avec 2-7, 6-2, 7-5. Mais la partie continue. Autre qualifié, Cilic? Oui, alors ça a été assez facile pour Marin Cilic, tête de série numéro 9. Il a eu besoin que de 3-7 pour disqualifier le japonais Hiroki Moriya. 6-3, 6-2, 7-6. Son prochain adversaire, ça sera le lituanien Ričardas Berankis, 90e mondial. Alors on parle maintenant de Serena Williams qui elle aussi a réussi son entrée. Oui, mais alors elle a eu un début de match assez difficile. Elle a été menée 3-1. Elle a quand même dominé en 2-7 la Russe Margarita Gasparian. 6-4, 6-1. Prochain match contre la Hongroise Timea Babos, 93e mondial. On peut regarder un extrait du match. Voilà donc, balle de match et victoire pour Serena Williams. Merci Lise Barenbaum, on reparlera de Wimbledon. Et tout dans un instant, le journal. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct. D'abord l'actualité qui nous ramène aux actes terroristes. Celui de vendredi dernier en France avec l'audition qui se poursuit pour l'auteur du meurtre de son employeur et de cette tentative d'attentat dans une usine tout près de Lyon. Le suspect a tenté, semble-t-il, auprès des enquêteurs de se dédouaner de l'acte terroriste, mais tous les indices mènent bien à celle d'un attentat djihadiste. Julia Galancia. Derrière ces vitres, l'interrogatoire continue. Yassine Sali était-il animé par un sentiment de vengeance personnelle ou d'une véritable intention terroriste? Après avoir gardé le silence en garde à vue pendant plus de 24 heures, ce père de famille de 35 ans jette le trouble sur ses motivations profondes. Le principal suspect refuse d'être considéré comme un terroriste puisqu'il affirme avoir froidement décapité son employeur avant de jeter sa tête contre le grillage pour, je cite, frapper les esprits. Yassine Sali était connu des services de renseignement comme étant un islamiste radical depuis plus de 10 ans. Décapitation, banderole avec la profession musulmane et selfie macabre avec la tête de la victime envoyée à un homme connu comme étant enrôlé dans les rangs de l'organisation État islamique. Des éléments qui plaident pour un geste prémédité. Tout porte à croire que l'auteur présumé ait mis en scène son crime en s'inspirant des méthodes de l'État islamique. Et si c'était le code pénal qui tranchait, dans les textes, toute atteinte à la vie humaine ou dégradation de biens ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur constitue un acte de terrorisme. À en juger par les réactions politiques et l'emballement médiatique de vendredi, l'action de Yassine Sali a bel et bien semé la terreur dans le pays. On s'intéresse à présent à ce qui est en train de devenir un phénomène, le phénomène Airbnb, success story de start-up avec ce site spécialisé dans la location saisonnière entre particuliers et qui se retrouve désormais valorisé à plus de 24 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. Des investisseurs qui doivent permettre justement de lancer ce site sur le marché asiatique. Nouvelle Eldorado annoncée. Léa Volbert. Le site de location Airbnb lève ce lundi 1,5 milliard de dollars de fonds. La raison de cette opération ?
conquérir le marché asiatique. Les investisseurs, parmi lesquels 2 fonds d'investissement chinois, se sont laissés séduire par les derniers chiffres de Airbnb. Présente dans 34 000 villes, 190 pays, utilisée par plus de 35 millions de voyageurs, récemment revalorisée à plus de 25,5 milliards de dollars. La jeune start-up créée en 2008 à San Francisco a toutes les raisons d'inspirer confiance. À titre comparatif, sa dernière valorisation flirte avec celle du géant mondial de l'hôtellerie, Hilton, 27,73 milliards de dollars. Avec cette levée de fonds, Airbnb rejoint le club très fermé des startups ayant obtenu plus de 1 milliard de dollars en un seul tour de financement. Un exploit déjà réalisé en 2011 par Facebook avec 1,5 milliard de dollars, puis par le géant chinois du e-commerce Alibaba. En février dernier, la plateforme Uber a levé 2,8 milliards de dollars, le record. Aujourd'hui, la tendance est donc largement à la location chez les particuliers plutôt qu'à la réservation de chambres d'hôtel. En 2009, moins de 150 personnes se sont servies du site pour se loger pendant leurs vacances à Paris, alors que pendant l'été 2014, le quartier du Marais comptait plus de locataires Airbnb que de résidents permanents. Ces 2 dernières années, le chiffre d'affaires d'Airbnb a plus que triplé. Il est passé de 250 à 850 millions de dollars. Alors, on va s'intéresser de près à ce phénomène, mais aussi aux questions qui ne manquent pas de se poser quant à son succès. Bonsoir à vous, Ronnie Timsit. Vous êtes le directeur de l'hôtel Inbal à Jérusalem. Merci d'être là. Merci à vous, Jérémy Brabé, également. Vous avez fondé la start-up Psartech. Et c'est un phénomène de success story, justement. Est-ce qu'on peut dire que c'est comparable au succès de start-up telles que Facebook, ce qui est en train d'arriver à Airbnb? Complètement. Airbnb est ce qu'on appelle un unicorn, c'est-à-dire ces startups qui dépasse une valorisation d'1 milliard de dollars. Là, elle l'a dépassé largement puisque dans son dernier tour de table, elle a levé 1,5 milliard sur une valorisation de 24 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est une success story qui est comparable à celle de Facebook ou à celle d'Uber ou d'autres startups. Ouais. Alors là où c'est quand même plus étonnant, et là on va voir ça avec vous, Ronnie Timsit, c'est que quand on regarde un hôtel, un groupe hôtelier tel que Marriott, qui est valorisé lui à 21 milliards, c'est-à-dire moins que Airbnb, alors qu'il génère un chiffre d'affaires sans commune mesure. Marriott c'est 13,8 milliards de chiffre d'affaires, Airbnb c'est 800 millions. Il y a une démesure là à votre avis? Il n'y a pas une démesure. En fait, c'est un phénomène de société où, comme Uber, l'individuel a la possibilité de faire encore un petit peu d'argent. Et les États ne s'occupent pas, ont laissé tomber la possibilité de ramener des impôts et de pouvoir faire fonctionner l'État. Donc on est dans un système aujourd'hui où l'État est un petit peu en danger par rapport à des sociétés comme Google, on n'arrive pas à les imposer, et des sociétés comme Uber, qui sont des gens, des petites gens, disons, qui sont Uber là. Qui est hors la loi, en tout cas Uber Pop qui est hors la loi en France, ce qui n'est pas le cas d'Airbnb pour l'instant. Non, hors la loi, ils ne le sont pas, mais par exemple à New York, où la ville a décidé de taxer, de pouvoir savoir qui c'est pour pouvoir les taxer, le phénomène ne se développe pas. Ici, par exemple, à Tel Aviv, on a 6000 appartements qui sont loués de cette façon. À Paris, vous l'avez dit dans votre article, c'est un gros phénomène qui ne dérange pas spécialement les hôteliers en tant qu'hôteliers. Les hôteliers n'ont pas de problème avec la concurrence de Airbnb. Ils ont un problème avec le fait que Airbnb n'est pas taxé. Donc il y a une concurrence déloyale. Il y a une concurrence totalement déloyale. Alors, mais ce qui est intéressant quand on parle de la valorisation, c'est que bien que le chiffre d'affaires soit bien inférieur à celui de Marriott, en fait, c'est les perspectives, c'est la croissance. C'est-à-dire que quand on investit dans une entreprise, on n'investit pas seulement dans ses résultats actuels, mais dans les perspectives. Effectivement, les perspectives, je pense, d'Airbnb sont sans doute beaucoup plus excitantes que celles de Marriott. Ouais. Mais alors, il faut expliquer sur quoi repose finalement ce modèle économique. Parce que le site se rémunère très simple, des commissions prises sur non seulement la personne qui loue le bien,
mais aussi celle qui va venir l'occuper, donc le locataire. Et je crois que du côté de celui qui met le bien en location, c'est 3% de commission, et de l'autre côté, ça varie entre 6 et 12%. Je crois qu'en moyenne, sur l'ensemble de la transaction, il y a 11,5% de commissions qui sont prises. Donc c'est un modèle assez solide, c'est-à-dire que ce n'est pas une start-up comme Twitter ou comme par exemple Facebook à ses débuts, où l'on se posait de la question de quelle manière ils vont parvenir à monétiser d'une certaine manière leur trafic et leur audience. Là, c'est clair. Ouais. Et il y a un volume très important de chambres d'hôtel. On a même vu que l'an dernier, il s'est loué plus de chambres via Airbnb que pour les hôtels classiques sur l'Espagne, ce qui est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Oui, mais c'est, je dirais, alors il y a effectivement des espaces concurrentiels où il y a un chevauchement entre les hôteliers classiques et il y a des espaces aussi, je pense, de la clientèle jeune ou de la clientèle qui a des moyens un petit peu moins élevés, où Airbnb permet à toute une frange, à tout un pan de partir en vacances et de louer quelque chose. Alors justement, le vrai risque, alors... Eh bien, vous êtes menacé ou pas? Je parle de l'hôtellerie, pas vous en particulier. Oui. Aujourd'hui, les villes ont la possibilité de contrôler si on va construire des hôtels dans la ville ou pas. Ils n'ont pas possibilité de contrôler combien d'appartements vont devenir des Airbnb. C'est un danger d'abord pour les citoyens, pour les gens, pour les locataires, qui se retrouvent avec une vraie concurrence, une vraie montée des prix. Et pour les hôteliers, on reste quand même les hôtels sont des endroits où on reçoit un service. Airbnb, c'est un toit. Donc le service, il y aura toujours les gens qui voudront du service, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas prendre le risque d'arriver dans une ville qu'ils ne connaissent pas et de se retrouver avec une valise perdue et on ne sait pas comment la récupérer, avec un besoin d'un docteur et on ne sait pas où aller, etc., etc., avec petit déjeuner inclus, pas petit déjeuner inclus. Ces choses-là sont des services que les gens auront toujours besoin. On n'a pas de problème on n'a pas de problème de concurrence. Le vrai problème, c'est un problème de société qu'il faut gérer. Moi, je vois pas le problème de société au même endroit, c'est-à-dire que là où Airbnb a vraiment décollé, c'est en 2008, au moment de la crise en fait, et les gens, pour pouvoir payer leur logement, louer le week-end, et j'ai des amis qui le font à Paris, ou à certaines périodes, sous-louer leur logement par le biais d'Airbnb. Donc c'est pas nécessairement que des propriétaires qui cherchent à maximiser leurs gains et à louer comme ça sur des périodes courtes, c'est aussi des locataires qui n'arrivent plus à supporter les charges et qui n'arrivent plus à supporter leur loyer et qui louent une partie du temps leur Airbnb. Donc c'est un phénomène, à mon avis, beaucoup plus complexe que simplement... Ça a une incidence. Il va être récupéré par des sociétés, il ne faut pas se tromper. Parce que de plus en plus, ça n'est plus un échange. Ça n'est plus ce que c'était au début en 2008, comme vous l'avez dit. Ça va devenir de plus en plus des sociétés, ça l'est déjà, qui investissent dans des appartements, dans des immeubles, et qui louent ces appartements. Donc ça a une incidence sur le prix des loyers. Exact, et sans être contrôlé par qui que ce soit. Il n'y a plus, on a perdu l'effet de contrôle de la gestion de la ville. Aujourd'hui, ça reste quelque chose de petit, mais on le voit. Il y a Uber, il y a Airbnb, et ça va continuer avec beaucoup d'autres choses qui sont une bonne chose. C'est une démocratisation de la vie économique où les gens peuvent faire encore un petit peu d'argent. Ce sera récupéré par les grosses sociétés. Il ne faut pas s'y tromper. Est-ce que justement là, ça n'a pas échappé justement à l'idée de départ des fondateurs de cette start-up? Oui et non, parce que ce qui est intéressant dans l'idée de départ des fondateurs de cette start-up, j'ai eu l'occasion un peu de lire à ce sujet, c'est de dire qu'en fait Airbnb, ça n'est rien de moins que ce qui préexistait aux hôtels. C'est-à-dire que souvent les gens c'est ce qu'on appelle bed and breakfast, d'où le B&B, et que l'échec ou les hôtels sont venus pour compenser en fait le manque d'informations. C'est-à-dire que sur les bed and breakfast, personne ne savait où ils étaient, personne n'était capable de les évaluer. Et Airbnb
du fait d'Internet et de ce phénomène-là, a pu réintroduire l'information dans ce système-là, enfin pas réintroduire, introduire l'information dans ce système-là, et donc permettre en fait à ce qui était la voie naturelle, c'est-à-dire de louer son logement, de louer une chambre ou des choses comme ça, de revenir sur le devant de la scène, en partie au détriment des hôtels, qui entre-temps s'étaient fait leur place et avaient comblé ce vide et ce besoin, mais aussi en permettant encore une fois d'ouvrir un pan de marché, un segment de marché. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça ne va pas menacer quand même à terme votre clientèle hôtelière? Parce que on voit bien que c'est un site qui prend de l'ampleur, qui va sans cesse vouloir peut-être améliorer le côté service. Est-ce que pour vous, il y a une menace ou pas à terme? Il y a moins de menaces pour l'hôtellerie que pour les habitants des villes. L'hôtellerie s'en sortira de toutes les façons. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un service qui est donné et qui est recherché. Par contre, si ça grandit trop, ça poussera les gens en dehors de leurs appartements. Ils iront vivre en dehors des villes pour pouvoir louer. Aujourd'hui, avec ce chiffre incroyable que vous donniez, 6 000... Où on parle d'un manque à gagner en impôts locaux de 170 millions de shekels pour la ville de Tel Aviv. Et 6 000 appartements, en ce moment, il y a un député travailliste qui essaye de faire passer une loi pour essayer de limiter le système, parce que ça crée, c'est un étudiant qui veut limiter le système parce que ça ferait augmenter les prix des loyers sur Tel Aviv. C'est le cas à Paris aussi, où il y a une grosse inquiétude à ce niveau de la municipalité. C'est évident, mais je trouve aussi qu'il y a un pan qu'on n'a pas évoqué dans cette discussion-là, c'est que je pense que ça a été favorable d'une certaine manière aux hôtels et aux clients des hôtels, parce que ça a réveillé le secteur. Je lisais une interview du PDG d'Accor qui disait que maintenant, ils se bougeaient vraiment pour fournir plus de services, pour être plus attentifs aux besoins de leurs clients, parce que justement, il y a ce Airbnb qui leur met une certaine pression. Oui, parce qu'ils visent aussi la clientèle d'affaires aujourd'hui, pas seulement la clientèle familiale. Oui, ils permettent en fait maintenant aux entreprises aussi et aux employés des entreprises de réserver des locations par le biais d'Airbnb. Vous êtes d'accord? Ça a réveillé ou pas l'hôtellerie? Non, on avait déjà une concurrence entre nous qui nous permettait de nous pousser à être meilleurs. Airbnb vient dans une hôtellerie qui est différente, qui permet aussi à certaines personnes de voyager, peut-être qu'ils n'auraient pas pu voyager, aux familles, peut-être d'être plus à l'aise. C'est une autre façon de voyager qui ne remet pas en question l'hôtellerie du tout. C'est pas comme ça que la plupart des hôteliers le voient. Ouais. Le fait que ce soit uniquement des capitaux privés qui pour l'instant contribuent au financement d'Airbnb, c'est un handicap ou pas à terme? Est-ce qu'ils vont à votre avis se risquer aussi sur le marché boursier comme l'a fait Facebook? Là pour l'instant ils ont quand même réussi à lever 1,5 milliard sans faire d'IPO, donc a priori, je ne vois pas ce qui va les arrêter. Après, on parle d'une bulle du high-tech. Donc, si la bulle éclate, ils vont devoir essayer de trouver des financements ailleurs. Mais tant que le marché des capitaux du high-tech se porte comme il se porte pour l'instant, ils n'ont pas vraiment besoin de se soucier d'une entrée en bourse. Bon, et ils seront lancés en Asie, donc visiblement dans les mois qui viennent avec la dernière levée de fonds dont on parlait. Merci Jérémy Brabé. Merci à vous Ronnie Timsit donc pour cet éclairage à propos de ce qui est un phénomène, mais qui n'a pas que des aspects positifs. On a pu le voir avec vous. Merci à tous les deux. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité, journal complet qui vous sera présenté par Sarah Gaudron. Bonne soirée, à demain.